Et qui dit dernier épisode de la saison, dit également invités spéciaux. Et c'est pourquoi j'ai le bonheur d'accueillir, il a bien voulu accepter cette invitation pour la dernière émission de l'année, mon collègue Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Alors, pas trop stressé d'être de retour dans cette chaise? Non, ça va bien. Plusieurs années derrière la cravate, donc je suis en confiance, Dominique. Alors, simplement pour te dire que on est très content de t'avoir parmi nous pour cette dernière émission. Ben, pareillement. Et également, en plus du retour de l'enfant prodigue, nous avons également un autre invité de marque, nul autre que le directeur général de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Sébastien Lévesque. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Première fois pour moi. Et souhaitons-le, pas la dernière fois. Ah, plaisir à partager en partant, c'est sûr. Alors, comme on a des invités de marque, on va les garder avec nous tout au long de la demi-heure afin de commenter les nouvelles qui ont marqué l'actualité de cette semaine, mais également faire un petit retour, les amis, sur ce qu'on a vécu depuis septembre dernier, depuis, dans le fond, le début des diffusions de notre émission. Alors, si on commençait immédiatement par ce qui s'est passé cette semaine, on a fait une petite relance auprès du maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, afin de savoir où en était le projet de village des pêcheurs à Tourelle. On se rappellera que c'était un engagement électoral de M. Deschênes. Il voulait mettre de l'avant ce projet-là qui avait été proposé par trois promoteurs. On parlait de plusieurs petites cabines où on revivrait un petit peu l'histoire des pêcheurs à travers un saloir à poissons, notamment aussi des petites expositions. Et là, ce que M. Deschênes me disait, c'est que le projet est toujours bien vivant aujourd'hui. La ville a cependant repris les rênes du projet puisque celui-ci était peut-être un petit peu trop ambitieux pour les moyens qui étaient avancés. Donc, on va rendre ça à une plus petite échelle, mais on va quand même aller de l'avant. Donc, ce qu'on parle, c'est pour cet été, un premier cabanon qui serait installé avec des artefacts justement datant de l'époque des pêcheurs de Tourelle. Et il pourrait peut-être aussi y avoir un emploi étudiant rattaché à ça. Et ce que M. Deschênes me disait, c'est qu'il avait bien apprécié le concept des présentoirs à Capcha pour la bataille du Saint-Laurent. Donc, on pourrait peut-être reproduire ça aussi au village des pêcheurs à Tourelle. Mais, en conclusion, le projet existe toujours et devrait avoir ses premiers balbutiements d'ici cet été. Alors, Frédéric, un beau projet pour la communauté de Tourelle qui, heureusement, n'est pas tombée dans l'oubli. Oui, c'est une bonne nouvelle que ça soit toujours d'actualité. Plusieurs raisons. Un, le tourisme, ça doit être vu un peu comme une ressource naturelle en Gaspésie. On doit le développer. On a fait de grands pas dans les dernières années pour que la Haute-Gaspésie soit attrayante et que la Gaspésie ne soit pas seulement le côté sud. Donc, on est rendu avec une bonne clientèle. On développe ça bien. Tourelle a besoin aussi de choses intéressantes, dont le village des pêcheurs. C'est une belle idée parce que la pêche étant aussi un secteur d'activité économique pour la Gaspésie historique et important, d'être capable de le mettre de l'avant avec cet attrait touristique-là, c'est une bonne chose. Un, pour la population locale qui se réapproprie la pêche, qui redécouvre la pêche, son histoire. Et les gens qui viennent de l'extérieur, ça leur permet de connaître la région et de faire un arrêt à Tourelle et peut-être aussi en profiter, manger une poutine à la cantine. Et M. Lévesque, vous êtes un féru d'histoire, donc j'imagine que de mettre de l'avant l'histoire de la pêche à Tourelle, c'est une bonne idée. Mais l'histoire de la pêche en général, déjà en partant, oui, il faut veut pas, toute la culture gaspésienne est basée là-dessus. Quand on dit la culture, c'est pas uniquement l'engin de pêche, on parle aussi du parler, du parler, du chant également, du conte. Il faut mettre ça de l'avant, il faut vraiment redécouvrir, puis l'enseigner également auprès des jeunes, parce que quelque part, ça se perd très vite. Hein. On regarde tout ce qui est culturel à la télévision. On est bombardé de culture américaine, ça vaut ce que ça vaut, mais la nôtre est aussi riche, justement, qui n'est pas mis en valeur, peut-être à sa juste valeur, justement. Ça fait que c'est par des initiatives comme ça, je pense que le secret est là-dedans. Puis si les gens peuvent se l'approprier, le vecteur humain, là-dedans, l'importance de l'humain est essentielle pour bien le comprendre. Ça fait que si les gens se l'approprient, ils vont parler d'engins de pêche, une bonne histoire de pêche, une bonne histoire de pêcheurs gaspésiens, Dieu le sait, qu'il y en a eu, puis il y en a encore, puis on s'en craint encore. Je pense que oui. C'est une très bonne initiative.
Et des histoires de pêche, on risque d'en avoir d'autres, puisqu'on apprenait cette semaine que le ministère rouvrira la pêche au bar rayé sur la portion nord de la péninsule. Alors, M. Lévesque, je me tourne vers vous. On sait que ça faisait déjà plusieurs années que les élus de la MRC de la Haute-Gaspésie faisaient des demandes afin qu'on permette à nouveau la pêche au bar rayé, ce qui semble être pratiquement chose faite. Oui, moi là-dedans, il y a comme deux choses qui est comme important à comprendre. Chose que j'ignorais, le bar rayé, oui, c'est pas... moi, je dirais bien ça. L'espèce qu'on a présentement, c'est une espèce qui vient de la rivière Miramichi, Nouveau-Brunswick, qui a été réintroduit. Le mot réintroduire là-dedans est important parce que il y avait, jadis, autrefois, naguère, du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Il cohabitait déjà avec le saumon de l'Atlantique, à moins que je me trompe. Là. Non, c'est vrai. Ça fait que cette partie-là joue. Mais effectivement, ça marque un peu l'imaginaire parce que pour ceux qui pêchent le saumon comme moi, puis il y a beaucoup de vidéos qui circulent présentement sur Facebook où on voit des embouchures de cours d'eau. C'est, excusez le monde le fun, c'est loadé de bar rayé. Ça marque l'imaginaire. Tu te dis, wow, qu'est-ce qu'il fait là? Il est-tu prédateur? Moi, je ne suis pas biologiste. Mais je suis utilisateur du cours d'eau. Ça fait que je le vois au même titre que les autres. Ça fait que ça interpelle beaucoup des gens. Mais oui, effectivement, on répondait à une demande de gens où il y a du bar rayé, on le pêche de manière accidentelle, on fait quoi avec? Il faut le remettre à l'eau. Tandis qu'encore une fois, le côté sud, lui, avec l'espèce indigène qui vient de la rivière Miramichi, lui, il colonise toute la baie des Chaleurs. Fait que ces gens-là pouvaient le pêcher. Curieusement, nous autres, dans ce secteur nord, on ne pouvait pas. Expliquer ça aux gens, c'est pas facile. Même déjà là, de l'emballer, c'est pas facile non plus comme représentant municipal. Là, cette année, bonne nouvelle, on va pouvoir le pêcher. Puis connaissant le talent des pêcheurs du nord de la Gaspésie, on va se faire un vilain plaisir à taquiner ce poisson-là, qui est très compatible d'ailleurs, il semblerait. Et peut-être pour répondre à une partie de vos interrogations, on a interrogé Valérie Bugeaud, qui est justement biologiste, et on lui a posé la question, est-ce qu'il y a un danger pour les saumons? Et voici la réponse. Sur 3 ans, environ 1800 estomacs de bar rayé ont été examinés pour en étudier le contenu entre mai et juin, ce qui correspond à la période de reproduction, ainsi que la période de dévalaison des jeunes saumons de la rivière Miramichi. Et au final, environ 2% des estomacs contenaient des saumoneaux, et ce de façon pas très abondante. Alors les proies principales étaient d'abord l'éperlan et le gasparo. Le saumon était plutôt une proie alternative, voire accessoire dans les périodes de vache maigre. Il y a eu le même genre d'inquiétude aussi pour le homard. On disait au début que le bar rayé mangeait les petits homards, les bébés homards. Donc, même genre d'études ont été faites pour les analyses d'estomac et c'est négligeable. Donc, on l'a réintroduit pour aller rechercher un équilibre dans la biodiversité parce que c'est une espèce qui était déjà présente, qui avait pratiquement disparu. Donc, l'équilibre va se refaire, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que on puisse le pêcher parce que beaucoup de pêcheurs du coin, à un moment donné, comme mon collègue disait, on le prend par accident, qu'est-ce qu'on fait avec et tout. Là, ils vont pouvoir soit le garder ou au moins le pêcher officiellement. Mais c'est aussi que du côté sud, c'est un attrait touristique très important d'aller pêcher le bar rayé. Des vidéos de pêche ont été faites là-dessus. Donc, de pouvoir le faire pêcher du côté nord, ça va avoir un impact touristique aussi. Donc, ça devient très intéressant. Effectivement. Et d'ailleurs, comme le mentionnait également Valérie Bugeaud, ce n'est pas rare de voir plusieurs bars, justement, être à l'embouchure des rivières. On dit que ça va sûrement continuer de se produire de façon régulière, mais que... on continuera également à étudier le phénomène pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal, mais ce n'est pas rare de voir des bars rayés se réunir dans les embouchures. Alors, reste à voir qu'est-ce qu'il en sera. Et plusieurs personnes me demandaient, puisque la nouvelle est passée sur différents médias, et là, à certains endroits, on était plus affirmatif, à d'autres endroits, on parlait d'une possibilité. Il reste certaines consultations à avoir, mais pour que le ministère s'avance de cette façon-là publiquement, c'est que ce serait pratiquement des formalités. Là. On a fait tellement de pression au niveau de la MRC là-dessus, écrit tellement de résolutions pour demander, écoutez, il y a une disparité même au niveau de la région. On peut comprendre que l'espèce n'est pas pareille, là, mais il vient de la même souche, puis les gens sont témoins, ils le voient. Ça fait qu'on demandait, mais écoutez, pourquoi eux, pourquoi pas nous? Encore là, le vieux débat nord-sud revenait. Là, je suis content que ça va se régler, au moins, comme tu disais, Fred, au moins, on va pouvoir aller l'essayer de le pêcher. Pour avoir beaucoup de gens pêcher à la mouche, moi je suis un pêcheur de mouches, à la mouche,
l'essayer à la mouche, c'est aussi vigoureux qu'un maquereau. Ça fait que pour ceux qui connaissent un peu les espèces de pêche, écoute, c'est une très bonne nouvelle là-dessus, mais on va voir enfin, jusqu'où l'espèce va être envahissante. On va-tu rentrer là-dedans un jour peut-être, je ne sais pas. Mais au moins, on va l'essayer, c'est sûr, comme poisson à pêcher, bien sûr. Alors, à suivre. On reste dans la gastronomie. L'école Gabriel-Lecourtois vivait hier, le 25 avril, pour les gens qui nous écoutent en différé. Le grand défi des brigades culinaires, c'était la finale locale où on devait couronner une équipe gagnante qui ira au régional à Montjoly pour se battre contre l'école de la Matapédia, l'école des Deux-Rivières, je crois, et également l'école du Mistral de Montjoly. Alors, on voit ici à l'écran l'équipe gagnante composée de Nick Doyle, Jérôme Dugas, Anne-Léa Cloutier et Catherine Bernier. Alors, c'est l'équipe des Verts qui ont remporté le grand défi. Qu'est-ce que c'était le grand défi, ce défi final? Alors, toutes les 5 équipes avaient devant eux 3 ingrédients dont ils ignoraient qu'est-ce qu'ils allaient être avant de soulever la cloche. Alors, on avait du turbo, on avait un épi de maïs et des lentilles. Et on devait faire en 60 minutes un plat complet avec ça. Alors, ce que l'équipe des Verts a présenté, c'est évidemment une pièce de turbo avec une salade du jardin et une purée de légumes faite à partir de ce qu'ils avaient, auquel il faut évidemment rajouter là, des épices et d'autres légumes qui étaient disponibles. Il y avait combien d'équipes, Dominique, là-dessus? Il y avait 5 équipes. Il y avait 5 équipes. Oui, et les Verts ont terminé avec 153 points, soit 7 points de plus que leurs plus proches rivaux, qui étaient les Oranges. Et pour cette dernière édition, il y avait 4 juges invités. Il y avait Mme Isabelle Landry, directrice de l'école, Sylvain Arsenault, qu'on connaît également comme entraîneur à l'école Gabriel-Lecourtois, Marie-André Saint-Pierre de Marie-Quatre-Poches, et également Nathalie Dumouchel, qui était présente. Alors, c'était les 4 juges qui ont décidé d'envoyer les Verts en finale régionale. Excellente nouvelle de faire cuisiner les jeunes. C'est quelque chose qui se perd un peu. On n'a plus de cours d'économie familiale où on apprenait diverses recettes au secondaire. Donc, c'est prouvé que de plus en plus les adultes cuisinent de moins en moins, avec le paradoxe qu'on a de plus en plus d'émissions de cuisine et de livres de recettes. Mais ça fait que les jeunes ne sont pas tout le temps à la maison en contact avec cuisiner, faire à manger, découvrir de nouveaux aliments. Donc, c'est bien qu'à l'école, il y a eu cette initiative-là qui est, je pense, partout au Québec, qui va avoir des finales nationales. Donc, c'est excellent. Une très belle nouvelle. Et en plus, on a eu tellement de succès cette année. Il y avait seulement 20 élèves qui pouvaient être choisis. C'est pour ça qu'on a fait 5 équipes de 4. Richard Bélanger, l'enseignant responsable, m'annonçait que l'année prochaine, à Gabriel-Lecourtois, il y aura 2 brigades de 20 étudiants. Alors, il y aura 10 équipes de Saint-Anne-des-Monts qui seront en compétition pour la finale régionale. Alors, chapeau à tous ces cuistots. Et M. Lévesque, du 28 juin au 1er juillet prochain, côté touristique, ça sera à Mont-Saint-Pierre que ça va se passer avec la tenue du Jamboree de VTT. Oui. Alors, le grand Jamboree d'été, c'est un regroupement de tous les amateurs de VTT à travers la province. La dernière fois qu'on l'avait eu à Mont-Saint-Pierre, c'est en 2009. Alors, moins de 10 ans plus tard, à nouveau, il revient dans la région. Alors, ce que M. Claude Mercier, le grand Manitou derrière cet événement-là, m'expliquait, c'est que c'est la qualité des trajets qui ont été remarqués par la Fédération qui fait qu'on peut à nouveau avoir ce Jamboree-là ici. Alors, lorsqu'on parle des trajets, il y en a 4 qui sont proposés. Un, Murdochville-Lac-York. Un autre qui fait l'arrière-pays, Marsouilles-Lamarque jusqu'au fort. Un autre dans la réserve faunique des Chic-Chocs. Et un dernier, Madeleine-Grand-Sault. Alors, vous êtes très familier avec ce secteur-là. Étant originaire de là, effectivement, oui. Alors, j'imagine que c'est une belle occasion de faire rayonner l'Est de la MRC. L'Est, en fin de compte, tout le territoire d'arrière-pays. Il ne faut pas oublier ça. On vit dans un terrain de jeu magnifique. Même hier, on était en sécurité civile dans notre secteur. On allait route Saint-Joseph-des-Monts, on s'est promené un peu. Puis moi, je m'émerveille encore avec la couleur des montagnes, la neige. C'est un petit peu épeurant pour ce qui est des cours d'eau, mais pour tout ce qui est paysage. Oui, pour la beauté. Puis le terrain de jeu, c'est incroyable. Là. Puis imaginez ceux qui viennent en VTT, ils viennent en groupe. Eux, écoutez, en dessous, puis le paradis terrestre, je me demande c'est le quoi qui serait le mieux, le plus représentatif de ça.
Puis écoutez, on est en plein air, on est en groupe, c'est un phénomène de gang, vous voulez pas. Oui. Moi, je fais un peu de moto, je fais pas de VTT, mais il y a un phénomène de gang rattaché à ça, il y a même un phénomène familial, les gens s'approprient, en fin de compte, des territoires, ils viennent, en fin de compte, sur nos territoires, ils mangent, ils dorment, et ils n'ont pas le choix de gazer les machines, enfin, ça fonctionne encore à l'essence, ces machines-là. Mais écoutez, les autres, c'est un terrain de jeu magnifique, puis ils sont appelés à revenir et à consommer d'autres produits également par après. Ils viennent en VTT. Ils peuvent venir durant l'hiver à motoneige aussi. Tout à fait, puisque une fois qu'on a découvert le territoire, on a envie d'y revenir. Et ce que M. Mercier me disait, en 2009, on avait attiré 200 participants. Et à ce jour, avec 2 mois à faire encore avant l'événement, on approche déjà le 200 participants. Donc, on pourrait doubler, avoir près de 300-400 participants. Et ce que M. Mercier me disait également, c'est que tous les hôtels, motels, camping, Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, c'est déjà pratiquement tout comblé. Donc, on va aller jusqu'à Madeleine et Rivière-à-Claude et peut-être déborder encore. Donc, une excellente nouvelle pour l'économie de la région. Alors, sur ce, chers amis, on fait une courte pause de quelques instants et on revient avec d'autres sujets d'actualité en compagnie de nos 2 invités, Sébastien Lévesque et Frédéric Deroy. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. Alors, c'était la dernière fois qu'on voyait Florence pour cette saison de Nouvelles Haute-Gaspésie. Alors, Frédéric, Monsieur Lévesque, on parle maintenant sport, si vous voulez bien. L'équipe de futsal, qu'est-ce que du futsal? C'est du soccer intérieur. Oui, j'ai beaucoup de difficultés avec le mot, mais bon. Moi également. Il faut l'accepter. Effectivement, un jour, on y arrivera. Comme ce n'est plus cyberpresse, mais bon, il y a des choses qui restent ancrées dans nos mémoires. Alors, l'équipe de soccer intérieur de la Haute-Gaspésie a été sacrée contre toute attente, je dois le mentionner. Grande championne du tout premier et dernier tournoi sanctionné de l'Association régionale de soccer de l'Est du Québec. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça marche, on a l'ARSEC, qui est l'Association régionale de soccer de l'Est du Québec. Lorsqu'ils font des compétitions, c'est un peu à la bonne franquette. Depuis cette année, ils sont sanctionnés par la Fédération de soccer du Québec, ce qui fait que ça prend une envergure un peu haute et ça fait qu'on peut inviter des clubs d'un peu partout au Québec. Okay. Alors, on a décidé maintenant d'être sanctionnés. Avec ça, on a un tournoi annuel qui s'appelle le tournoi international, et ça se tenait cette année rien de moins. Et ça se passait cette année à Rivière-du-Loup. Et justement, on avait des équipes de haut calibre, puisqu'on a décidé de fusionner 2 catégories, soit le U21 et le senior. Alors, ce qui faisait qu'on se retrouvait avec des équipes senior 2A, senior 3A, des gars de 21 ans et plus. Et on avait notre petite équipe de la Haute-Gaspésie qui était composée de Zachary Leclerc, Cédric Ross-Castonguay, Jean-Michel Cyr, Jérémy Bacon, Frédéric Bouchard dans les buts, ainsi que Gabriel Fournier, Marco Côté, Pierre-Alexandre Brousseau et Anthony Brousseau. Eux, ils venaient du côté sud pour compléter l'équipe. Et on voit ici, il y a quand même certains joueurs qui sont pas très grands, pas très gros, comparativement à les équipes de Rimouski où on avait de gros solides gaillards. On partait un peu comme l'équipe Cendrillon. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au terme de la première rencontre où on affrontait le premier Tech de Rivière-du-Loup, ça s'est soldé par un verdict nul de 3-3. Ça donnait quand même le ton. Par la suite, on affrontait le FC Black and White de Rivière-du-Loup et de Québec, des joueurs qui provenaient de là également. Alors, cette fois-ci, 4-0. Donc, on commençait déjà à montrer des dents. Un beau nom anglophone pour une équipe de l'Est du Québec, c'est intéressant. Et j'aime le commentaire, puisque la prochaine équipe, ils n'ont fait qu'une bouchée contre eux par la marque de 10-0. Il s'agissait de l'équipe de Grande-Rivière et ça complétait la première ronde en beauté, puisque la toute dernière équipe à affronter était les Daines Sauvages de la Vallée. Wow. Alors, elles n'ont pas gloussé très fort, puisqu'elles se sont fait battre 5-1.
Alors, l'équipe a battu de l'aile, oui. Oh, oui. ouais, beau jeu de mots. On en profite. Et on dit ça sans farce. Hein? Ouais, sans farce. Alors, cette série victorieuse a permis à l'équipe Cendrillon de se tailler une place en demi-finale contre une équipe qui était beaucoup plus coriace, l'équivalent d'un senior 3A de Rimouski. La Haute-Gaspésie l'a remporté 5-1. Et finalement, en grande finale, on affrontait les Spartiates, qui était une fusion de joueurs de calibre U18 et de 3A. Et le résultat final, 4-2. Et M. Guillaume Gasse me confiait qu'il y a eu des larmes qui ont coulé à la suite de cette victoire-là. On ne s'attendait pas du tout à remporter ce tournoi-là, le tout premier de l'histoire de l'ARSEC. Alors, c'est un moment très émotif et on félicite énormément tous les petits gars de la Haute-Gaspésie qui ont participé et on aimerait conserver le noyau, histoire qu'on puisse revenir avec la même équipe dès l'an prochain. Alors, des commentaires? Ben, moi, depuis plusieurs années, il y a un beau travail de fait par rapport aux équipes sportives pour les jeunes avec l'école, avec le club de natation, bon soccer, volleyball, natation. Il y a du badminton maintenant qu'on va peut-être entendre un peu plus dans les prochaines années, le temps que l'équipe prenne du poil de la bête, mais c'est le hockey aussi. Donc, le sport jeunesse est vraiment très vivant en région. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça attire aussi ou ça garde des familles dans la région. Parce que les jeunes ont quelque chose à faire, peuvent se développer dans leur sport. Donc, et quand on voit des équipes gagnantes, ben, ça prouve que nos entraîneurs travaillent bien, que ce qui est en place fonctionne. Donc, c'est une très belle nouvelle pour la communauté d'avoir une vie sportive comme ça pour les jeunes en santé. Les kids, ils sont terriblement en forme. Tu l'as dit tantôt, Fred, écoute, on les voit pratiquement dans tous les sports. Il y a beaucoup de noms, moi, que j'ai vu tantôt, beaucoup de visages que je les revois au hockey. Les miens font du hockey. Puis tu te dis, écoute, c'est possible de faire du sport quand même de haute compétition, puis de performer ailleurs en étant dans des régions dites éloignées. Oui. C'est possible. Je me rappelle, chez nous, on n'avait pas ça. Là. Quand on voulait jouer au hockey, on se brûlait quand on pelletait à la patinoire. On t'a trop brûlé pour jouer par après. Le soccer, c'était la même chose. On jouait 2-3, on jouait même au football. Mais écoute, on s'entend bien que j'avais la shape, on n'avait pas le talent. Eux, ils ont tout ça. Ils ont tout ça, les gars. Ça fait qu'ils sont encadrés. L'école les suit. Il y a une association, ils sont équipés. Écoute, non, c'est merveilleux. Ce qu'ils font, puis le groupe école, le groupe, en fin de compte, de bénévoles qui supportent ça, chapeau. Oui, alors félicitations à toute l'équipe et également, comme tu le disais, Fred, à l'équipe d'entraîneurs. Alors, Sébastien, tant qu'à vous avoir avec nous, on va faire une petite revue de ce qui s'est passé cette année et peut-être en même temps démystifier un peu le travail du directeur général. Alors, on parle beaucoup d'érosion côtière, de sécurité civile. Vous nous mentionnez récemment que vous avez dû faire une sortie de prévention, si vous voulez, auprès des gens de l'arrière-pays. Si vous nous parlez un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi on fait ça. C'est un sujet qui est très complexe, qui mériterait pratiquement une émission au grand complet. Je vais essayer de faire ce cours. Oui. Vous connaissez très bien le territoire. Vous voyez que chacun des villages nord-côtiers sont tous enracinés entre mer et montagne. C'est plus qu'un slogan, c'est une réalité géographique. Ouais. Et c'est toutes de vallées glaciaires. Puis dans les vallées glaciaires, vous avez des cours d'eau. Fait que chacun des villages, Saint-Onne est inclus, Capcha également. Là. On prend tout le territoire de l'IMRC, vous avez 9 cours d'eau majeurs, vous avez 8 localités directes. Cap-16 est un petit peu à part, parce qu'on est à l'aube, finalement, des montagnes, là, mais tous les villages situés sur le long de la côte sont tous traversés par un cours d'eau. Et il y a le cours d'eau majeur qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent, qui, lui, ici, connaît, en fin de compte, sa période quasiment de crue. Là. On a les hautes marées, les plus anciens, on va appeler ça de même, les grands-mères, pour pas dire les belles-mères, c'est un autre problème, on n'embarquera pas là-dedans. Mais vous avez les grandes marées. Ça fait que chez nous, les cours d'eau, eux, sont conditionnés par quoi? Par les crues du printemps. Généralement, c'est ça. C'est très bucolique, un cours d'eau qui traverse un village. Alors, c'est donc beau. Mais quand vous l'avez, finalement, dans des crues fortes, là, puis on a connu quoi, Arthur, en 2014. Dernièrement, ben, pratiquement jour pour jour, l'année passée, on était en situation de sécurité civile où les cours d'eau, moi, je dirais bien ça. C'est pas des cours d'eau qui sont longs, à part la rivière Madeleine qui mesure 110 km de long. Très belle rivière à Saumon, j'ai pas le choix de parler de mon coin. Mais tous les autres cours d'eau, c'est des cours d'eau assez courts qui chevauchent finalement un paquet de vallées à forte pente. Fait que quand il arrive des coups d'eau 110, 140 mm de pluie qui tombent en dedans d'une heure, comment voulez-vous que les cours d'eau gèrent ça?
c'est que c'est un affluent énorme. Vous prenez un verre d'eau, puis vous le versez sur un cornet de crème glacée, c'est sûr qu'il va... Puis si ton eau est chaude, moindrement, il va fondre beaucoup plus vite que si il va goutte par goutte. C'est le même phénomène. Fait que quand les cours d'eau sont comme ça, généralement, à l'époque, jadis ou autrefois, sans doute en même temps que le bareillet était peut-être dans le fleuve, l'État ou les municipalités pouvaient draguer, en fin de compte, l'intérieur de ces cours d'eau-là. Ça fait qu'ils faisaient de l'entretien dit préventif, ils draguaient les cours d'eau. L'effet pervers, c'est que le cours d'eau restait obligatoirement dans son lit, mais les résidences pouvaient se bâtir plus proches. Fait que maintenant, en fin de compte, c'est pas nécessairement si bon que ça de draguer les cours d'eau, mais les maisons sont déjà là. On fait quoi? Il est là tout le phénomène. Puis tu regardes l'étalement urbain. C'est drôle de dire d'étalement urbain chez nous. On n'est pas dans la baie d'Urfé ni dans l'Ouest Island à Montréal. Mais on a quand même ce phénomène-là. Fait que les gens veulent quoi? Avoir un accès au fleuve, au moins le voir. Un beau cours d'eau, être proche. Mais quand tu viens pour te bâtir là-dedans, il faut comprendre, puis il faut admettre maintenant qu'il y a des risques attachés à ça. Puis des risques, on ne l'a pas uniquement dans une période de l'année, c'est sur une longue période. Arthur, vous vous rappellerez, c'est au mois de juillet. Effectivement. Ça a frappé fort, puis les cours d'eau tabac. Naturellement, au mois de juillet, il y a moins d'eau. 140 mm de pluie qui ont tombé en dedans de 2 heures. On a vu ce que ça a donné. Les crues printanières, bien écoutez, on est en retard de 2 semaines, on le voit. Là. Mais là, tranquillement, vous mettez 3-4 jours de 20 degrés avec un bon petit vent de sud, puis un 20-40 mm de pluie. On va sans doute être dans une autre situation. Fait que là, on fait quoi? On agit beaucoup en prévention. Faites attention, circulez pas. Si vous voyez des barrières, c'est pas pour rien, c'est pas de l'art décoratif. Là. Ça veut dire arrêtez, revirez de bord, la route est fermée. Au moins ça, limiter les accès. Il y a eu un rappel cruel l'année dernière. Bien, c'est justement ça. Mais les gens qui habitent ce secteur-là aussi, à quelque part, on essaie avec la sécurité civile que les gens soient informés. Ayez de l'eau, au moins, pendant 72 heures, de l'eau potable. Là. Et dans Saint-Joseph-des-Monts, corrigez-moi si je me trompe, mais pratiquement chaque année, on a au moins des inondations sur les routes. Là. Bien, pas juste à Saint-Joseph. Vous allez, comme je vous dis tantôt, chacune des localités sont traversées par un cours d'eau. Fait que les habitations sont généralement assez proches. Oui. Fait que quand ça fond, bien, la nappe phréatique aussi, à quelque part, on voit toujours la rivière ou le cours d'eau qui court. Mais il y a beaucoup d'eau en dessous des maisons qui appellent la nappe phréatique. Elle monte également. Quand vous voyez la rivière arriver floche au salage, c'est pas uniquement la rivière qui a débordé. La nappe est haute, elle n'est plus capable de gérer l'eau. Ça fait que l'eau sort, c'est comme une éponge. Un moment donné, il n'y a plus de place dans l'éponge, ça déborde. Fait que ça déborde où? Dans les salages de maison, ça déborde des routes. Puis des cours d'eau moindrement forts, on peut partir facilement avec une maison. Une auto, on l'a vu l'année passée, on peut partir avec un pont. L'infrastructure municipale ou routière n'est pas faite pour gérer autant d'eau que ça. Oui, il faut agir en prévention. Il faut informer les gens, limiter en fin de compte la circulation là-bas, mais aussi il y a un risque attaché à habiter proche d'un cours d'eau. Il faut s'équiper. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais il y a quand même des éléments à prendre en considération avant de dire, bien, je vais me bâtir ce secteur-là, je vais rester à l'année-là. Il y a des choses là-dessus. Mais quand tu arrives, toi, au niveau d'une municipalité pour dire, bon, on va installer notre onde où le fleuve est rendu dangereux avec les grandes marées, les cours d'eau, en fin de compte, qui sillonnent, c'est rendu dangereux avec les cours d'eau comme Arthur et les crues printanières. L'État nous demande, avec notre schéma d'aménagement, d'être plus restrictif, d'y aller, en fin de compte, des périmètres urbains plus concentrés. On va parquer, excusez-le-moi de le fun, notre monde où? Mais même à Saint-Anne-des-Monts, on a eu, il y a quelques mois, une maison qui a dû justement être déménagée. C'est ce que les gens en est rendu là. Oui, mais effectivement, on en est rendu là, mais il ne faut pas oublier aussi que la majorité des infrastructures routières et municipales de gestion de l'eau, si on parle pour l'aqueduc et l'égout, ça longe les routes, puis la route longe quoi? Elle longe les cours d'eau, elle longe le fleuve. Tout ça, c'est lié. On parle d'ouvrage d'art, c'est ça pareil. Mais oui, effectivement, quand les maisons sont trop à risque, la sécurité civile intervient encore une fois en prévention, peut-être déplacer le monde. Mais les zones d'habitation deviennent plus restrictives à cause justement des phénomènes géographiques ou météo sur lesquels on est plus exposé. Il n'y a pas rien que nous autres. Il y a Basse-Côte-Nord aussi, ils sont frappés par ça. Regardez Percé. Effectivement, la promenade, on a connu toute une. Et M. Lévesque, on aurait long à dire, mais c'est sûr. C'est déjà la fin. Ah, mon Dieu, on est déjà rendu au bout de notre émission. Mais merci infiniment d'avoir été avec nous, M. Lévesque. On vous réinvitera. On vous donne une carte chouchou. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais pour des sujets comme ça, c'est extrêmement essentiel d'informer. Effectivement. Et on invite d'ailleurs les gens à suivre la page Facebook de la MRC de la Haute-Gaspésie. Lorsqu'il y a des avis publics, on les annonce. Souvent, c'est relayé aussi sur la page de Nouvelle Haute-Gaspésie. Alors, gardez-vous à l'affût et vous serez au courant. Mais
mot d'ordre, on est prudent et on fait attention aux possibles crues printanières. Si jamais vous êtes témoin de si vous êtes en danger ou témoin de quelque chose, faites le 911. C'est généralement un numéro très facile à retenir, là, 911. Fred, oui. Merci d'avoir été avec nous pour cette toute dernière émission. Ce fut un plaisir, Dominique. Et on espère te revoir dans l'avenir, bien sûr. Ah, si mon horaire me le permet. Alors, merci à vous tous pour d'avoir été des nôtres toute cette saison. Alors, restez en Haute-Gaspésie pendant l'été. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Fête du bois flotté, le Jamboree, le show de gars qui viendra le 11 août avec moi-même à l'animation et peut-être Frédéric qui sera avec moi. Ça reste à voir. Il y a de la pression. On en profite. Alors, merci à vous tous et on se revoit l'an prochain. Merci, au revoir.